Salut tout le monde, on va regarder ensemble l'exemple 1.9. C'est un super bon exemple pour comprendre mieux la nature des ondes stationnaires, comment les décrire, puis comment faire des problèmes avec ça. Allons-y. Donc dans notre exemple, on nous donne une photo d'une onde stationnaire, la photo à t égale 0, et on va vouloir calculer un paquet de choses avec ça. On donne la longueur totale de la corde qui est 50 cm. On dit que 0.01 seconde après que la photo a été prise, la corde va être parfaitement à l'horizontale. Puis on dit aussi qu'il y a une tension de 50 newtons dans la corde. Là, on voit sur le graphique que le graphique va vraiment jusqu'à 50, mais je sais que la corde a l'air d'être comme vraiment beaucoup déformée, fait qu'on se dit, ok, peut-être que la corde mesurerait plus que 50 cm, mais ici, on a comme exagéré la déformation en Y pour être capable de bien voir l'onde. On va prendre pour acquis que la longueur totale de la corde, ça reste 50 cm. La première chose qu'on demande, c'est si les extrémités gauche et droite de la corde sont fixées ou sont libres. Il faut juste voir que, comme ici j'ai mon extrémité gauche de la corde, ici j'ai mon extrémité droite de la corde. Là, l'onde est à son amplitude maximale. Donc ici, je semble avoir un ventre. J'en ai aussi un ici et un ici, mais l'extrémité droite correspond à un ventre, donc c'est une extrémité ouverte ou c'est une extrémité libre. La partie de gauche correspond à un nœud. J'ai d'autres nœuds qui vont être ici. Donc l'extrémité de gauche est fixe. Pour être capable de juste un petit peu mieux se le représenter puis faire nos calculs pour la prochaine partie du problème, j'ai fait une animation dans Mathematica, mon logiciel de calcul symbolique préféré. C'est un peu comme Maxima que vous avez utilisé, je pense, à votre première session. Puis on va pouvoir voir évoluer cette onde-là dans le temps. Donc nous voici dans Mathematica. Ici, ce qu'on a, c'est on a l'onde stationnaire qui est comme ça. Ça, c'est comme la photo à t égale 0 en ce moment. On est à t égale 0. Il y a deux petits pointillés. Un pointillé rouge puis un pointillé bleu. Ces deux pointillés-là sont là pour montrer qu'une onde stationnaire, c'est toujours une combinaison de deux ondes progressives. Une qui va vers la droite, une qui va vers la gauche. Ces ondes progressives-là seraient générées par exemple par une source d'onde qui serait attachée ici, progresserait vers la droite, réfléchirait ici à l'anneau qui sera attaché sur une tige, il y aurait une réflexion molle. Puis dans ce cas-là, il va y avoir une onde réfléchie qui va venir s'additionner à l'onde incidente. Si je fais avancer ça avec le temps, ça c'est une onde stationnaire. Fait que la grande forme résultante n'est pas en train de se déplacer vers la gauche ni vers la droite. La grande forme résultante, c'est son amplitude qui est en train comme de varier avec le temps. Ce qu'on voit ici, c'est que l'onde résultante, celle qui est représentée par l'espèce de corde jaunâtre, là, ça c'est une onde stationnaire. Il y a des ventres, il y a des nœuds, l'onde n'est pas en train de se déplacer à gauche et à droite. Il y a quand même une certaine vitesse de propagation qui est associée à l'onde stationnaire. Mais l'onde stationnaire n'est pas en train de se propager, n'est pas en train de se déplacer à gauche ou à droite, elle est stationnaire. Quand on parle de la vitesse de propagation pour une onde stationnaire, on parle de la vitesse à laquelle se propagent les deux ondes progressives cachées qu'on n'est pas capable de voir, mais dont la combinaison forme l'onde stationnaire. Fait que mon onde bleue, mon onde rouge, ça serait comme mon onde incidente, mon onde bleue, c'est mon onde réfléchie. Les deux se combinent ensemble pour faire mon onde stationnaire. Eux se déplacent à une certaine vitesse de propagation, V, dans les équations, qui est racine carrée de la tension dans la corde divisée par la densité de la corde. Il y a des moments où ces deux ondes-là sont comme superposées une à l'autre. C'est les moments où l'amplitude résultante de la corde va être très grande, comme maintenant. À ce moment-là, mon onde rouge puis mon onde bleue sont superposées une à l'autre. Quand j'additionne les deux ondes, ici, j'additionne comme deux fois la hauteur pour avoir une hauteur encore plus grande. Ici, j'ai une hauteur négative que j'additionne pour avoir un très grand négatif. Ici, les deux ondes valent 0. Si je regarde à un autre moment, il y a des moments où est-ce que la corde est comme toute à l'horizontale. Qu'est-ce qui se passe, c'est que mes deux ondes ici, ils viennent s'annuler. Quand j'ai mon onde bleue qui est positive, mon onde rouge est négative, et au grand total, l'onde résultante, l'onde stationnaire, à ce moment-là, elle est toute horizontale. Ce qu'on donne comme information dans la question, c'est on dit que 0.01 seconde après que cette photo-là à t égale 0 ait été prise, ma corde est maintenant parfaitement à l'horizontale. Qu'est-ce que ça nous dit comme information? Ça va nous informer sur la période, le temps que ça prend pour faire un cycle complet. Ce qu'on dit, c'est que ça prend 0.01 seconde pour faire ce mouvement-là. Pour que la corde revienne jusqu'à l'horizontale.
Là, il s'est écoulé 0.01 seconde à ce moment-là. Mais là, je n'ai pas un cycle complet qui a été fait. Pour avoir un cycle complet, il faut que ma corde revienne vers le bas. La partie gauche de la corde revienne vers le bas. Ça, c'est pas encore un cycle complet. Pour avoir un cycle complet, il faut vraiment que ma corde revienne à la même forme qu'elle avait tantôt. Fait que là, on est rendu à 0.02 secondes. Ça prend un autre 0.01 secondes pour revenir horizontal, puis un autre 0.01 secondes pour revenir au dessin qu'on avait au début. Là, j'ai un cycle complet du mouvement d'oscillation. Donc la période, le temps que ça prend pour faire un cycle complet à ma corde, c'est 4 fois 0.01 seconde, donc 0.04 secondes. Ok, maintenant on va faire nos calculs. De retour dans le PowerPoint, on va vouloir calculer la masse de la corde. On a toutes les informations nécessaires pour le faire, allons-y. Comme j'ai mentionné déjà, la période c'est 4 fois 0.01 seconde, donc 0.04 secondes. La longueur d'onde, on est capable de l'observer directement dans le dessin. Fait que je peux regarder vraiment comme dans mon dessin, j'ai une longueur d'onde complète, ça c'est 1 lambda à 40 cm. Sinon je pourrais aussi dire que j'ai au total 5 quarts de longueur d'onde dans 50 cm, faire un produit croisé puis trouver que la longueur d'onde est de 40 cm ou de 0.4 m. Maintenant que j'ai la période et la longueur d'onde, je vais pouvoir calculer la vitesse de propagation. La vitesse de propagation de l'onde dans la corde, ça va me donner 10 mètres par seconde. Pourquoi je veux calculer la vitesse de propagation? Parce que j'ai une formule qui relie la vitesse de propagation avec la densité linéique de la corde, c'est ça qui va me permettre de ultimement trouver la masse de la corde. À ne pas confondre avec la masse suspendue qui crée la tension dans la corde. Donc finalement, tout ce qui me reste à faire, utiliser la relation entre la vitesse, la force de tension dans la corde qui est donnée dans le problème, 50 newtons, et la densité linéique de la corde. Je vais commencer par calculer la densité linéique de la corde en l'isolant dans la formule, et avec ça, je vais pouvoir trouver la masse de la corde. Donc j'isole mu dans la formule, je remplace mes valeurs dans les unités internationales et je trouve 0.5 kg par mètre. Maintenant que j'ai la valeur de mu, je vais utiliser la formule qui relie la densité linéique avec la masse et la longueur de la corde, m sur L, j'isole la masse de la corde, la longueur de ma corde c'était 0.5 mètres, la densité linéique, je viens de la calculer, et en faisant la multiplication, je vais savoir que la masse totale de ma corde c'est de 0.25 kg. Donc j'ai pesé ma corde. Prochaine question, on demande quelle serait la fréquence fondamentale. Fait que ce que j'ai représenté comme mode ici, ça c'est pas le mode numéro 1 d'une corde qui est fixe à une extrémité et libre à l'autre extrémité. Ça en fait ça correspond au mode numéro 3. Si on regarde un petit peu les dessins de nos modes rapidement, le mode numéro 1 a l'air de quelque chose comme ça. Ça c'est n égale 1. Le mode n égale 2, ça monte et ça redescend jusqu'ici. Là, ici, ça monte, ça descend et ça remonte. Ça, c'est n égale 3. C'est le mode numéro 3. La fréquence du mode numéro 3, je la connais parce que je connais la période. Donc, je peux calculer la fréquence F3 comme étant 1 sur la période T3. Ça me donne 25 Hz. C'est la fréquence de ce mode-là. C'est la fréquence du mode numéro 3. Puis la fréquence du mode numéro 3, dans le cas d'une corde fixe et libre, ça représente 5 fois la fréquence du mode fondamental. Souvenez-vous qu'il y a juste les harmoniques impaires qui apparaissent. Donc le mode numéro 3 correspond à la 5e harmonique. Il me reste à diviser F3 par 5 et à trouver la solution. Le mode fondamental a une fréquence de 5 Hz. Dernière question hypothétique, c'est si ma corde avait été fixée au lieu d'être libre à l'extrémité de droite, qu'est-ce qu'on aurait comme fréquence du mode fondamental? Ce qui arrive, c'est que la longueur, la densité, la tension dans la corde, ça c'est toutes des choses qui restent pareilles. Je veux trouver la fréquence du mode fondamental pour une corde fixe aux deux extrémités qui a une longueur de 0.5 m et dans laquelle la vitesse de propagation est de 10 mètres par seconde. En général, la fréquence du mode fondamental, c'est V sur le lambda 1. Lambda 1 correspond à 2 fois la longueur de la corde dans le cas d'une corde fixe aux deux extrémités. Le mode fondamental a l'air de ça. Donc ça, c'est une demi-longueur d'onde qui correspond à L. Lambda 1 égale 2L. Je remplace mes chiffres et je trouve une fréquence du mode fondamental de 10 Hz. Voilà, c'est tout pour cet exemple. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre mieux comment fonctionnent les ondes stationnaires. Merci!